Alors, les relations entre la France et la Thaïlande sont marquées surtout par une date fondamentale qui est le premier contact qu'il y a eu à l'époque de Louis XIV. Je pense que cette date représente l'élément le plus marquant, même s'il est très loin de nous. Alors, c'était donc au XVIIe siècle, en 1685, c'était la première ambassade française et le retour de la première ambassade siamoise de France. L'ambassade française a été dirigée par le chevalier de Chaumont et il y a eu une rencontre à très haut niveau, au niveau du roi Narai, qui a permis, disons, de lancer des relations diplomatiques entre la France et le Siam. Alors, dans la longue histoire de la France et de la Thaïlande, donc du Siam d'abord, les personnages qui sont les plus attachants sont au départ, bien sûr, le chevalier de Chaumont qui a été le marqueur du départ des relations, dans la mesure où ce monsieur, ce noble, a représenté la France, représenté le panache français. Il a refusé de se mettre au sol comme les Thaïlandais, il a demandé un siège à bras, il a refusé d'élever les bras vers le roi pour remettre le message du roi Louis XIV. Vous voyez, cette espèce, une sorte de bravoure qui était typiquement française, typiquement hautaine peut-être même. Hein. Et donc, ce personnage représente bien notre pays. Et le roi Nara, il a accepté. Ça s'est finalement assez bien passé. Et les personnages qui ont marqué quand même les relations plus proches de nous sont les personnages qui ont joué un rôle au XIXe siècle. Lorsque le Siam, euh, au milieu du XIXe siècle, a repris ses relations avec la France. Elle était demandeuse, effectivement, enfin le Siam était demandeur, mais la France a mis du temps. Les Anglais ont d'abord signé un traité en 1855 et aussitôt après, Charles de Montigny a été l'homme de la situation. C'était peut-être pas un grand diplomate, mais c'est quelqu'un qui a montré beaucoup de zèle et beaucoup de qualités diplomatiques. Par exemple, quand il est arrivé, je donne cette anecdote parce qu'elle était intéressante, le roi de Siam était très mécontent du fait que les nombreuses lettres qu'il avait envoyées à Napoléon III n'avait reçu aucune réponse. Et il a montré son irritation auprès de Charles de Montigny, qui, avec beaucoup d'élégance, a su dépasser ce mécontentement et a dit bon, qu'il avait apporté les portraits de l'empereur et de sa femme et que c'était un cadeau qui montrait bien l'intention de la France, etc. Vous voyez, encore une fois, si vous voulez, une vertu française qui est la classe diplomatique, le fait de garder une certaine élégance. Un autre personnage plus marquant, ce sera dans les années 80-90, Auguste Pavie, qui est un être assez singulier. Auguste Pavie, avant même d'être un diplomate, il a été un aventurier. Il s'est intéressé à la culture cambodgienne. Il s'habillait souvent même localement avec le sarong et un grand chapeau de paille. Et donc, c'était quelqu'un qui entrait dans le tissu de la culture malgré. C'est quand même quelqu'un qui a été élevé au rang de consul, puis au rang, finalement, en 1893, chef de la légation française. Parce que il était assez ambivalent, c'est-à-dire à la fois un très grand connaisseur, un homme curieux de la culture locale, il parlait le cambodgien, enfin le khmer, il s'intéressait donc à la culture, mais en même temps, c'est un monsieur qui a été le serviteur de la présence française avec toute la rigueur qui était nécessaire à l'époque. Sans être lui-même du parti qu'on disait colonial, c'était quand même quelqu'un qui a pas toujours été facile pour nos amis siamois. Ouais. Voilà, les trois personnages que je trouve les plus marquants. Alors, ce qu'on peut se poser comme question, c'est quel est l'objectif de ce livre, effectivement. Bon,
j'ai écrit, avant ce livre, j'ai écrit une histoire du Siam et de la Thaïlande. Le but était effectivement de garder les faits qui méritaient garder en mémoire. Pour ce nouveau livre, qui lui est un peu particulier, puisque c'est l'histoire du Siam et de la France. C'est dans une perspective un peu nouvelle, puisque il ne s'agit pas simplement des faits historiques en général, mais c'est la perspective ouverte sur l'interaction entre les deux pays, la France et le Siam, durant pas loin de 350 ans. Je voulais que les lecteurs, alors d'abord le plus large public possible, puissent se rendre compte de ce qui s'est passé, parce qu'ils ont une connaissance assez floue finalement de l'histoire. Mais en même temps, je voulais qu'ils comprennent davantage le présent. Je prendrai l'exemple des frontières actuellement en dispute entre la Thaïlande et le Cambodge, qui sont le résultat de la mise en place des frontières définitives dans les années 1895 jusqu'à 1907. Et donc, il y avait des difficultés. On n'avait pas les moyens qu'on a maintenant, et surtout, il y avait peut-être un point de vue différent entre les Siamois et les Français. Les Siamois voulaient travailler sur plan, qui n'était pas toujours aussi précis et aussi exact, et les Français souhaitaient plutôt travailler sur le terrain. Mais le terrain lui-même, il était accidenté. Et puis, en fait, vous voyez, à notre époque, on a encore, disons, souvent besoin de se référer à l'histoire qui a réuni les deux pays pour comprendre la situation actuelle. Donc voilà, la pédagogie, comprendre le présent grâce au passé. Alors, est-ce que les Français s'intéressent à la Thaïlande? Je pense que oui, mais d'un point de vue très touristique. C'est vrai que la Thaïlande n'a pas à se mettre en avant pour défendre son patrimoine. Patrimoine culinaire, patrimoine humain, patrimoine de paysage, etc. C'est un pays merveilleux. Mais pour attirer les Français vers ce pays, il faut peut-être les intéresser à la culture plus profonde du pays. Or, c'est un pays qui est, pour les Occidentaux, assez difficile à comprendre. C'est quand même le résultat d'une très longue histoire. Le Siam, le Siam et donc la Thaïlande maintenant, c'est le résultat quand même de 800, 900 ans d'influences diverses. Les influences khmères, les influences Mon, les influences souvent même un peu divergentes, mais qui ont fait que même le régime, la royauté, elle est assise sur des bases différentes. Il y a les bases qui émanent du monde khmer et donc de la royauté absolue. Le roi qui est le maître du monde, hein, le roi universel, alors que l'influence des mondes et l'influence plus purement thaï, elle est très bouddhiste Theravada, c'est-à-dire en fait le roi, c'est lui qui est responsable du dharma, le Dhamma-raja, le roi donc qui doit faire respecter les principes. Alors vous voyez, tout cela entre souvent même pas en contradiction, mais enfin se superpose. Et donc rend ce pays très complexe. Et donc je pense que, alors ce livre par exemple, mais également d'autres moyens peuvent être utilisés par Internet ou autres pour essayer de convaincre les Français de l'intérêt qu'offre la culture de ce pays.